Rémi Bertoche, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour Passion Océan. Peux-tu te présenter succinctement? Rémi Bertoche, artiste de passion et de profession, surfeur dans l'âme, 47 ans. Alors, où, quand, comment tout a commencé? Raconte-nous ton parcours. Bon, déjà, habitant dans les Landes, c'est vrai qu'on a une culture qui est très liée à l'océan, à la nature. Moi, ça s'est fait très vite. J'ai plus étudié les bancs de sable que les bancs d'école. Et en fait, tout de suite, c'est vrai que la passion de l'océan et de la plage a pris un petit peu tout mon esprit. Naturellement, donc après adolescent, je pensais qu'à une chose, c'était à aller surfer. Et à côté de ça, je dessinais toujours sur mes planches, sur mes casquettes, sur mes t-shirts. J'étais assez créatif. Donc en fait, ça a toujours été de pair. Et puis à un moment donné, quand il a fallu gagner sa vie, j'ai monté mon entreprise à 20 ans, quoi. Tout est venu naturellement en fait. Tout est venu assez naturellement. Il y a eu un déclencheur aussi à un moment donné, c'était mes sponsors qui avaient vu... J'étais toujours avec des carnets d'aquarelle à dessiner, où je faisais des petites créas. Le team manager qui est venu me voir en me disant tiens, ça serait bien qu'on habille le catalogue de la marque avec tes dessins. Ça a commencé comme ça, et puis après... on dit ça serait bien qu'on prenne tes dessins pour les mettre sur des t-shirts. Ça a fait un petit peu, pour moi ça faisait un peu du sens. Et puis dans ma tête aussi, ça préparait un petit peu mon après-carrière, où dans les compétitions ça marchait pas non plus très très bien. Tu as surfé jusqu'à quel niveau? Jusqu'au WQS, j'ai fait une apparition dans les 100 premiers. C'était toujours un peu la galère, même si j'avais des sponsors qui me permettait de vivre un petit peu du surf, mais c'était quand même toujours un petit peu, pas évident, disons, de suivre tout le tour. Et puis, donc à un moment donné, quand j'ai vu cette ouverture avec l'art comme ça et la possibilité de bosser avec les marques de surf, je me suis dit tiens, c'est peut-être quelque chose qui va me permettre de faire la transition et de continuer à surfer, mais en même temps de pouvoir travailler et de vivre de mon art. Quelles émotions te traversent lorsque tu vas surfer ou quand tu crées des œuvres? Quel est ton rapport à l'océan? En fait, l'océan a toujours été ma thérapie. C'est vrai que même quand maintenant je vais faire des prestations ou des live paintings un petit peu partout dans le monde pour des événements qui n'ont rien à voir avec le surf, je reviens toujours à l'océan. On m'a déjà dit tiens, tu voudrais pas rester quelque temps là, on te loue un appart à Dubaï, un truc. J'ai toujours refusé, je préfère toujours revenir dans les Landes parce que j'ai besoin de me ressourcer, d'aller surfer dans les Landes. C'est quelque chose qui recharge les batteries. J'ai toujours su très vite que personne n'allait rien me donner, que s'il fallait, si j'avais envie de quelque chose, il fallait que j'aille le chercher. Donc j'ai toujours eu cette mentalité un petit peu d'aller un peu comme le chien avec son os, tu vois, de jamais rien lâcher, d'être déterminé, et je crois pas mal en moi, donc même dans les moments où la vie d'artiste c'est pas forcément facile, surtout au départ. Et le fait de toujours croire en soi et de savoir qu'à un moment donné on va y arriver, ça m'a un peu sauvé. Bon, après voilà, c'est... Est-ce que tu veux dire que cela t'a appris la persévérance? Oui, sûrement, la persévérance, et puis, mais aussi une certaine discipline, mais sans forcément être discipliné au sens propre du terme, mais le fait de se lever le matin avec une idée en tête, toujours avec un objectif qui est finalement assez flou, qui est quand même de réussir dans le monde de l'art, ça permet de réfléchir sur soi, d'avoir réflexion, de se remettre en question et de toujours trouver des trucs pour essayer d'évoluer au mieux possible. Là où tout est parti, je pense, ce qui m'a permis vraiment de poser des fondations un petit peu de ma vie professionnelle, ça a été avec un monsieur qui est décédé maintenant, c'était monsieur Barrère à Biarritz, qui m'avait fait intervenir dans ses établissements pour faire des fresques murales. Et lui, il m'a fait travailler pendant quelques années
Et C'était dans quel lieu? c'était à Biarritz. Biarritz, les thermes marins à Biarritz. Après, il y a eu l'hôtel Le Biarritz, et il y a eu aussi la Villa Clara. Et le fait de faire des projets avec lui, déjà c'était un homme qui était assez sage, avec qui j'aimais beaucoup discuter. Et en fait, lui m'a apporté beaucoup parce que déjà, il m'achetait mon travail. Donc il m'a permis vraiment de me lancer et de faire un peu de bénéfices et de pouvoir réinvestir aussi dans ce que je faisais, dans du matériel. J'ai acheté mon premier atelier et c'est vrai que voilà, j'oublie pas ces choses-là. Puis après, il y a eu des étapes un peu clés qui correspondent voilà, au bouquin. Quand aussi, justement, le 3e bouquin m'a ruiné et qu'on avait des gros soucis financiers, et ben hop, je suis parti dans des tournées, ce qui à l'époque ça s'appelait les tournées Surf Shop Tour. Donc c'était une quinzaine de dates au départ, et puis 7 ans plus tard, on avait 100 dates un petit peu partout dans l'Europe, on avait 100 dates par an. Et puis après, on avait ouvert ça à tournée des golf clubs aussi. Enfin, c'était et puis des galeries, et puis ça avait fait tout un truc où ça m'a vraiment permis de passer dans une autre dimension et d'aborder aussi des univers autres que le surf, de rencontrer des gens qui sont dans des milieux vraiment totalement différents. Et ben ça fait partie du développement et de la construction aussi. Et dans ces échanges avec les milieux autres que le surf, est-ce que tu penses que tu as apporté un peu de ta philosophie et de ton rapport à l'océan? Je pense que les gens aimaient bien mon histoire. Il y a un truc qui avait bien fait le buzz aussi, c'est à l'époque où j'avais été surfer en Islande, où on avait chopé des super vagues. Et beaucoup de gens disaient « Ah, c'est le surfeur qui surfe au milieu des icebergs et qui se retrouve sur les tapis rouges pendant le festival de Cannes ou pour le Prince Albert de Monaco. » Donc ça, il y avait un grand écart là-dessus, où souvent cette histoire-là, finalement, qui avait derrière un petit peu ça change un petit peu de l'artiste entre guillemets parisien qui est dans le cocon classique de la réussite. Moi, là-dessus, je suis totalement, je suis un ovni quoi, dans ce monde-là. Donc, je remercie après ma bonne étoile tous les jours. Hein. Je n'échange ma vie avec personne. Mais c'est vrai que oui, je peux être assez fier de moi d'avoir réussi tout seul et avec ma compagne qui m'a toujours suivi bien sûr dans mes projets et aussi épaulé et supporté parce que ma réussite en tout cas je la dois à moi bien sûr, mais moi je ne me vois pas sans elle quoi. Quel rôle a-t-elle joué dans ta carrière? Elle jouait un rôle de support, de support beaucoup, parce que effectivement c'est pas simple de prendre certaines décisions, certains choix. Notamment quand il faut partir faire des projets à droite à gauche, qui sont toujours risqués parce que financièrement, c'est que du risque. Hein. Moi, ma vie ça a été toujours que du risque. C'est vrai que des fois on se sent rassuré quand la personne te dit ok ça va être difficile mais vas-y fais-le quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être justement bloqués par le côté un petit peu financier à se dire oh là là il y a trop de risques financiers donc on n'y va pas, on fait pas. Quelque chose, un détail qui te revient? Les bouquins, hein, les livres, à l'époque quand on a fait les premiers livres, faire un livre maintenant c'est facile entre guillemets parce que les appareils sont numériques, c'est facile de sortir des photos. À l'époque c'était des argentiques, fallait choper les diapos, fallait les scanner en studio, ça coûtait un fric monstrueux. Donc on a toujours suivi là-dedans, même si des fois on se prenait le bec sur des trucs parce qu'effectivement il faut
après il y a la vie qui avance et même familialement quoi. Faut assurer aussi donc. Mais là-dessus, elle n'a jamais été quelqu'un qui freine justement et même si elle sait poser les bonnes questions et elle sait bien identifier les problèmes et les poser sur la table. Il y a toujours eu entre nous de la communication, de la discussion mais elle m'a jamais freiné dans mes projets quoi. On peut voir dans ta peinture différentes approches, différents styles, et tu as aussi d'autres pratiques artistiques comme la sculpture. J'aimerais que tu nous parles de ton projet avec le bois flotté et des œuvres que tu as réalisées. En réalité, pour moi, l'artiste ne doit pas avoir de frein et ne doit pas avoir de barrière. Pour moi, tout ce sens-là d'être un artiste, c'est vraiment quand on a envie de peindre, on peint, quand on a envie de faire de la sculpture, on fait de la sculpture, quand on a envie, si on peut, si on est animé par ça, hein, c'est vraiment mon cas en fait, j'adore créer. Et donc je ne me fixe aucune limite. J'ai eu des discussions avec des grandes galeries qui avaient un peu pignon sur rue et qui voulaient que je reste dans un style un peu cantonné. Ouais, et ça j'ai toujours eu du mal avec ça parce que j'avais vraiment cette impression d'être frustré et c'est le pire pour un artiste d'être frustré parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait. Et donc effectivement, comme j'ai toujours été avec ce truc d'aller me chercher ma clientèle, finalement j'ai jamais eu besoin des galeries pour vivre de mon art. C'est pas une critique ce que je fais, c'est vraiment un état de la situation. Ça m'a permis, moi, d'avancer, même si certains choix ont des fois pas été les bons, mais ça fait partie de ma construction aussi. Et donc, oui, quand je sors de l'eau et que je trouve un bout de bois sur la plage qui me fait penser à quelque chose qui pourrait donner une forme ou un objet ou un animal ou quoi, et souvent quand je l'ai en tête, en principe il faut que je le réalise. Donc, mais les sculptures en bois flotté, les gens ne voient pas ça parce qu'ils voient l'œuvre toujours finie, mais c'est les 3/4 du travail, c'est d'aller ramasser le bois sur la plage, quoi. Et c'est du sport d'aller ramasser le bois sur la plage, parce que quand on fait des sculptures un peu monumentales comme ça, qui font comme le cheval que j'ai dehors, là, qui fait 5 mètres de long sur 2,50 m de haut, il faut grosso modo 3 fois plus de bois. Pour faire l'œuvre, il faut 3 fois plus de bois, parce que voilà, tu as des morceaux qui vont pas. Donc ça, c'est le genre de projet que je surkiffe, quoi. D'accord, en fait, il y a toujours ce côté persévérant qui revient. Le côté challenge aussi, côté challenge, tu vois, de faire des choses qui sont difficiles à faire. Ou, tu vois, là récemment, je viens de faire une fresque sur un mur de 9 mètres de haut dans un quartier assez sensible, où on me promettait l'enfer, où justement, c'était pas évident de trouver. C'était où? C'était du côté dans le Var. Et où c'est vrai qu'on a discuté longtemps parce que c'était quartier sensible où c'est pas forcément facile. C'était la commande d'une ville? Ouais, c'est une commande du département. Dans quelle ville? À Hyères. Et en fait, ce genre de projet justement, qui est un peu complexe, moi c'est un petit peu ma motivation. C'est comme quand dans la démarche un petit peu quand tu as des projets que tu vas voir les gens et puis qu'on te dit non, moi le non c'est presque une source de motivation en fait. Quand on me dit non, ça te challenge. Ouais, c'est vraiment le genre de truc où je vais pas lâcher comme ça, quoi. En découvrant tes sculptures en bois flotté, il y a pour moi l'idée de recycler des objets. Est-ce que cette notion environnementale fait partie de tes valeurs? Oui, et en même temps, je veux pas être, si tu veux, faux avec moi-même. C'est-à-dire que je sais que mon bilan carbone n'est pas très bon à force à voyager un peu partout dans le monde comme ça, à parcourir les événements, prendre toujours l'avion. Bon, effectivement, je suis pas un exemple d'écologie, mais en même temps, je fais attention à ce que je fais aussi. Et même quand tu vois l'œuvre qui est ici, c'est tout en récupération en fait. C'est une tête de chien avec des objets, avec de la résine qu'on récupère des planches de surf, avec des stylos qui sont usés, avec des bouts de verre cassés. En fait, j'aime bien ce côté d'aller récupérer justement des objets qui vont à la poubelle pour en faire une œuvre d'art.
Mais pas pour en faire une œuvre d'art, pour se dire tiens on fait un truc vite fait. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui visuellement rend bien. Et donc ouais, ça j'aime bien aussi ce côté faire des œuvres vraiment uniques qui sont vraiment hors du commun, quoi. Quels sont tes projets du moment? Alors là, on a depuis 2 ans en fait, on a ouvert une galerie aux USA. Quand on dit ouvert une galerie aux USA comme ça peut paraître très on est sur une autre planète. Mais bon voilà, c'est un projet qu'on avait à cœur de faire parce qu'on a une clientèle là-bas où je me suis retrouvé pas mal de fois à aller livrer des clients aux USA et à faire des projets là-bas. Donc on s'était dit que ça faisait sens d'aller un jour ouvrir une galerie là-bas et d'avoir une base aux USA. Donc ce qu'on a réussi à faire, mais là aussi en fait c'est que du risque, c'est très cher, c'est beaucoup de contraintes. Pour l'instant on est dans ce truc-là, c'est pas facile parce que bon, pour que ça marche il faut y être souvent. Et voilà, donc c'est beaucoup de risques financiers. Alors c'est vrai que dans le monde des artistes on a du mal un peu à parler des finances, il faut parler de création. Bon, moi j'ai toujours été très terre à terre, donc j'ai toujours eu les pieds sur terre, enfin beaucoup dans l'eau aussi, dans le sable, mais j'ai un rapport où je sais ce que ça coûte, je sais ce que je dépense, et dans les œuvres que je vends, il faut que ça fasse une balance, quoi. Et quand la balance elle y est pas, bon, on peut se planter sur un événement, 2 événements, mais le 3e faut réussir, quoi. Maintenant avec l'expérience, effectivement, on se situe un peu mieux et on sait où il faut aller, où il ne faut pas aller, mais voilà, ce projet actuellement des USA, c'est un projet qu'on aimerait bien pérenniser, quoi. Où est-ce? En Floride? Palm Beach, au-dessus de Miami, ouais. D'accord. As-tu d'autres envies, d'autres projets, ou es-tu entièrement pris à tes activités? J'ai tellement d'idées dans ma tête qui viennent en me levant. Alors après, bien sûr, il y a des projets qui sont établis dans un planning parce que voilà, s'il y a des événements sportifs ou culturels ou autres où je suis déjà booké sur ces trucs-là, donc Parle-nous un peu de ces événements. C'est des événements comme des salons d'art, les grands prix, là, les finales du DP World Tour de golf, où je peins dans les VIP lounge, les grands prix de Formule 1 aussi, pareil. Donc ça, c'est des événements, il y a un planning, enfin les grands prix de Formule 1, de golf, tout ça, c'est un planning qui est établi à l'année, quoi. Donc on sait les compétitions qui sont là et sur celles où on va aller. Mais après, c'est vrai que ça dépend aussi dans ces événements-là. En fait, souvent, on est amené à rencontrer des clients, des nouveaux clients. Ces nouveaux clients qui nous vont faire des projets. Et des fois, de ces projets découlent d'autres projets. Donc, faut s'adapter. En fait, c'est de l'adaptation finalement un peu au jour le jour, quoi. Ce qui m'anime, c'est les projets. Tu surfes la vague. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour les générations futures? C'est toujours délicat de donner des conseils, mais en tout cas pour moi, ça a marché. Le fait de croire en soi, d'être déterminé et de jamais rien lâcher, au bout d'un moment, ça paye. Et donc, s'il y avait un conseil à donner, ça serait celui-là. Ce serait d'y croire, en fait. De croire en soi, je pense que c'est la plus belle des vertus. Enfin, pour terminer, si tu lis, est-ce que tu aurais des bouquins à nous conseiller? En ce moment, je suis en train de lire Les derniers secrets de Saint-Exupéry. C'est une enquête qui retrace un petit peu toute sa vie et aussi qui va jusqu'à comment il a disparu, donc c'est assez intéressant. Après, j'ai beaucoup aimé les bouquins de Mike Horn parce que c'est le côté explorateur. C'est vrai que ce genre de bouquins, je les bouffe parce que j'adore ces autobiographies comme ça qui racontent une histoire de dingue, des mecs qui font des choses pas possibles, quoi. Donc ouais, c'est plus j'aime bien les biographies, autobiographies, je suis assez Tu es fan. Ouais. Rémi Bertoche, merci beaucoup de nous avoir reçus. Avec plaisir.